Et vous nous entendez ou pas? Bien mieux. Super. Bon, donc on va poursuivre. Oui, donc vous voyez l'écran, donc c'est parfait. Paf. Donc là, on va peut-être parler un petit peu de choses dont on a déjà commencé à discuter en TP, hein, qui est donc la partie BLAS, pour vous dire que ces choses-là ont été prises en compte pour développer certains calculs qui sont extrêmement efficaces sur les machines aujourd'hui. Et en particulier, ça concerne toutes ces routines d'algèbre linéaire dense qui s'appellent le BLAS. Donc BLAS, ça signifie Basic Linear Algebra Subroutine. Ça a été, la zoologie fait qu'on parle de BLAS de niveau 1, BLAS de niveau 2, BLAS de niveau 3 en fonction du type d'opérations qui sont réalisées. Donc en fait, on va appeler BLAS de niveau 1 toutes les opérations d'algèbre linéaire dense qui se font essentiellement sur des vecteurs. Et donc la complexité en termes de nombre d'opérations flottantes, en nombre de flops, est juste linéaire dans la dimension du vecteur. Donc linéaire, c'est parce que c'est du n puissance 1. D'accord. Donc si on prend une opération de ce type-là, qui est une combinaison linéaire de deux vecteurs, qui s'appelle un SAXPI, eh bien si on regarde le nombre d'opérations flottantes réalisées lorsqu'on fait une combinaison linéaire de deux vecteurs, ben, le nombre d'opérations flottantes, c'est 2n, puisque par composante du vecteur y, on va faire une multiplication et une addition. D'accord. Donc on a n composantes, donc ça fait 2n opérations. Si on regarde en termes d'accès mémoire, puisqu'on a vu que c'est les accès mémoire qui étaient potentiellement les principaux freins, et bien accès mémoire, on a besoin d'accéder. Alors le alpha, c'est juste un scalaire, donc on suppose qu'on va l'accéder une fois, et puis après il va rester dans un registre, parce que là on va l'utiliser souvent, donc il va rester dans le registre. Donc on a besoin d'accéder au n entrée de x en lecture, au n entrée de y en lecture. Donc ça fait 2n, et puis ensuite il faut écrire le résultat y en mémoire, donc ça fait 3n. D'accord. Donc on a 3n accès mémoire pour faire cette opération-là. Et si on s'intéresse au ratio qui est combien d'opérations flottantes je peux faire par accès mémoire, donc c'est juste un ratio indicatif, hein. Ici on a un ratio de 2 tiers. Donc en moyenne, on fait 2 tiers d'opérations flottantes par référence mémoire. D'accord. Si on s'intéresse à ce qui se passe lorsqu'on fait des opérations qui sont un petit peu plus compliquées, qui sont plutôt des opérations entre des matrices et des vecteurs. Donc lorsqu'on va faire typiquement un produit matrice-vecteur ici, lorsqu'on fait y égale ax, par exemple, on va prendre juste les termes dominants de la complexité. Lorsqu'on fait un produit matrice-vecteur, quel est le nombre, et qu'on travaille sur des matrices carrées de taille n par n, et donc le vecteur x est de taille n, combien d'opérations flottantes réalise-t-on? Donc pour chacune des composantes du vecteur y, chacune des composantes du vecteur y va être obtenue en faisant le produit scalaire de la ligne de A par le vecteur x, la ligne correspondante de A par le vecteur x. Un produit scalaire, c'est combien d'opérations flottantes sur des vecteurs de longueur n? Donc on fait un produit composante à composante, et puis pour chaque fois qu'on a fait un produit, on fait une somme pour venir accumuler le résultat. Donc c'est du 2n moins 1 si on oublie la dernière somme, puisqu'on n'a pas, ou la première, parce qu'on n'a pas besoin de la faire, mais c'est du 2n en gros. D'accord, si on prend les termes dominants. Donc c'est 2n pour calculer une composante de y, on en a n à calculer, donc ça fait du 2n carré. Ok. Donc ça, c'est la complexité en termes d'opérations flottantes. En termes d'accès mémoire, maintenant, ben, là, les choses sont un peu plus chères parce qu'il faut accéder à toute la matrice. Donc la matrice, elle a n carré entrée. On a besoin d'accéder à tout le vecteur x en lecture. Ici, on fait une combinaison linéaire avec y, donc on a tout le vecteur y, donc ça fait 2n. Et puis ensuite, il faut écrire le résultat dans y, donc ça fait 3n. Enfin, l'important, c'est le terme dominant qui est ici, c'est du n carré. Donc maintenant, si on regarde le ratio nombre de flops par référence mémoire, ben vous voyez que les choses s'améliorent. On passe à un facteur qui est de l'ordre, qui est de 2. D'accord. Donc on va être en capacité, si on écrit bien les choses, on va être en capacité, chaque fois qu'on fait une référence mémoire qui nous coûte cher, on va être capable de, entre guillemets, l'amortir en faisant plus d'opérations par référence mémoire. OK. C'est pour ça qu'on regarde ce ratio-là.
Et puis si on s'intéresse à du BLAS 3, ce que vous êtes en train de coder en BE, donc cette fois-ci le nombre de flops, il passe en cube, parce que ici le vecteur Y, c'est essentiellement calculer une colonne de C. Donc chaque colonne de C nous coûte 2n carré. Si c'est à n colonnes, le calcul intégral de C va nous coûter 2n cube en opération flottante. Et on oublie les termes en n et les constantes. Donc ça, c'est 2n cube opération. Si maintenant on regarde en termes d'accès mémoire, eh bien il faut lire tout A, tout B et tout C. Ce sont des matrices de taille n carré avec n carré éléments, donc ça fait 3n carré. Et puis après, il faut écrire C, donc ça fait 4n carré en termes d'accès mémoire, de trafic mémoire pour faire cette opération-là. Et vous voyez maintenant que Magic Number, en fait, on a un ratio d'opérations flottantes sur référence mémoire qui devient linéaire dans la dimension. Ça veut dire que si on se débrouille bien, en fait, ce qui nous coûte cher, c'est accéder aux données. Mais en fait, on va pouvoir complètement le masquer parce qu'on va pouvoir faire énormément d'opérations par référence mémoire. D'accord? Donc là, c'est typiquement un calcul qui potentiellement, si on fait bien les choses, devrait nous permettre de faire des calculs extrêmement efficacement parce que on va pouvoir masquer les accès mémoire qui nous coûtent cher en faisant effectivement beaucoup d'opérations par accès mémoire. Donc après, à charge à nous et à vous en TP, par exemple, d'essayer de tirer pleinement parti de cette particularité du code. Et vous allez vous apercevoir que c'est peut-être pas aussi évident que ça. Mais bon, c'est a priori, c'est après un bout de spécialiste, mais c'est faisable. Enfin, là, on a typiquement un algo qui a un fort potentiel de ce point de vue, quoi. Et ça, on peut l'illustrer assez facilement. Alors ça, c'est des performances qui sont obtenues sur une machine qui est vieillissante, qui n'existe plus d'ailleurs, mais bon, ça ne change rien au comportement global. Donc ça, c'était une machine qui était un processeur IBM qui s'appelait Power 3, qui était cadencé à 200 MHz. Et IBM donnait ce processeur-là pour une puissance de crête, une petite performance de 800 mégaflops. Alors en ayant juste ces deux chiffres-là, 200 MHz et 800 mégaflops, vous avez déjà de l'information sur les caractéristiques du processeur. Qu'est-ce que vous en déduisez de ces deux chiffres-là? Ils sont beaux, 200 et 800, c'est joli. Mais au-delà de ça, quelle information ça vous donne sur les capacités du processeur? Donc un processeur, a priori, il est capable de faire une opération, une opération par temps de cycle. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment on calcule la puissance théorique d'un processeur. Bien, vous regardez la vitesse de l'horloge, d'accord, qui vous dit qu'elle est capable de faire une opération par temps de cycle. Vous regardez le nombre d'opérations que le processeur est capable de faire simultanément. Donc ça dépend beaucoup du design. Typiquement, il y a vous pouvez avoir plusieurs unités flottantes qui sont capables de travailler simultanément. Ou bien chaque unité flottante est capable de faire elle-même plusieurs opérations flottantes par temps de cycle. Et après, vous divisez donc ce nombre d'unités de traitement qui peuvent opérer simultanément par le temps de cycle, et ça vous donne la puissance maximale, enfin, le nombre d'opérations maximales par temps de cycle que peut faire votre processeur. Donc en fait, si vous divisez par le temps de cycle, ça revient à multiplier par la fréquence, puisque la fréquence c'est l'inverse de la période. Et donc là, vous voyez que vous avez un facteur 4 entre la fréquence de votre processeur et sa puissance de crête. Donc ça vous dit que IBM a été capable de designer ce processeur-là de sorte qu'il est capable de faire 4 opérations flottantes par temps de cycle. Alors après, il les organise comme il veut. Ça peut être, on n'a pas le détail éventuellement sur ces choses-là. Ça peut être, il est capable de faire des opérations de multiplication et d'addition simultanément, ou bien il a designé ces entités adder et multiplier de sorte qu'ils sont capables de faire 4 opérations simultanément. Mais vous voyez que juste ces deux premiers chiffres vous donnent déjà des indications sur le design du processeur. Donc je ferme l'aparté. Donc ça fait typiquement, bon, je pense que ça fait partie de la culture informatique du calcul scientifique que vous devez avoir. En regardant ces deux chiffres-là, ça doit vous évoquer ce genre de choses. Et donc, ce à quoi on s'intéressait ici, c'est on regarde la performance mesurée lorsqu'on implémente du BLAS 3
Donc on fait exactement ce que vous faites en TP, hein, sauf que là c'est A égale B fois C. En TP, on a dû vous écrire C égale A fois B, mais on fait le produit de deux matrices de taille n, et puis on fait varier la dimension des matrices, d'accord, de 10 à 500. Et puis ce produit matrice-matrice, on l'écrit de 3 façons différentes. En vert, ça correspond à la performance de l'implantation du produit matrice-matrice dans lequel on calcule composante à composante les éléments de A comme des produits scalaires des lignes de B et des colonnes de C. D'accord? Donc là, en gros, on a deux boucles imbriquées de longueur n et le cœur du calcul, c'est un produit scalaire. Et puis, on fait varier la dimension des matrices, on divise 2n³ par le temps qu'on observe et on obtient cette magnifique courbe verte qui a du mal à décoller. D'accord? Et qui est en tous les cas très très loin de la pique, puisque le processeur vous est vendu pour faire du 800 mégaflops, et là on n'atteint pas les 100 mégaflops. Alors ça, c'était le premier choix d'implantation, algorithmique de ce produit matrice-matrice. Le deuxième choix que vous pouvez faire pour faire un produit matrice-matrice, c'est dire, plutôt que de calculer ma matrice A composante à composante, je vais dire que la colonne entière de A peut être obtenue en faisant un produit matrice B fois la colonne de C correspondant. D'accord? Donc maintenant, mon code, il va se résumer à faire une boucle qui va être juste une seule boucle, qui va balayer toutes les colonnes. Et le corps de ma boucle, ce qu'il va faire, c'est juste un appel à une fonction BLAS2 qui va faire un produit matrice vecteur. D'accord? Donc là, je suis avec le produit matrice vecteur dans mon corps de boucle. Ici, je suis passé de 2 tiers d'opération par référence mémoire à quelque chose qui fait 2 opérations par référence mémoire. Je fais toujours exactement le même calcul, hein. Je l'ai juste organisé différemment. Et vous voyez que ma courbe bleue est quand même au-dessus de la courbe verte. Et ce que ça révèle ici, c'est juste le facteur 2 versus le facteur 2 tiers. Hein, parce que en utilisant du BLAS2, l'implémentation du matrice vecteur a permis au designer du produit matrice vecteur de faire 2 opérations par référence mémoire, alors que lorsque je fais du BLAS1, il peut faire que 2 tiers de fin. Quelle que soit la qualité de l'implémentation du produit scalaire, on est quand même limité par le fait qu'on ne peut faire que 2 tiers d'opérations par référence mémoire. Et vu que c'est la mémoire qui ralentit mon calcul, ici, je vois en fait quelque chose qui me dit du 2 tiers versus du 2. OK? Et puis, pour faire mon produit matrice-matrice, je suis normalement constitué, donc je suis un vrai feignant, et je fais juste un appel à la routine BLAS3 qui va faire le produit A fois B, enfin B fois C. D'accord? Et du coup, je vais appeler un noyau qui a été développé par des spécialistes. Pour autant, le noyau il est très bête, hein, il est juste matrice-matrice. Mais vous voyez que la perf, en fait, à partir du moment où j'ai des matrices qui sont suffisamment grandes, pour que petit n soit suffisamment grand, et donc que ce facteur de n sur 2 opérations par référence mémoire devienne suffisamment grand pour masquer le coût des accès mémoire, eh bien j'obtiens des perfs qui sont en fait très proches de la pique, qui est à 800. Et là, vous voyez que à partir du moment où je dépasse des tailles de matrice supérieures à 150, j'atteins une asymptote qui est proche de la pique performance. Donc ça vous dit que les gens qui ont bossé pour faire cette implantation du matrice-matrice, ils ont été en capacité à exploiter cette caractéristique de l'algo qui est faire beaucoup d'opérations par référence mémoire. Et c'est pas, vous allez voir en TP que c'est un peu de boulot quand même, parce que en TP, en le codant juste avec du C, et c'est compliqué d'avoir des perfs aussi élevés. Et en fait, ce que vous voyez en TP, hein, c'est suivant comment vous codez votre produit matrice et suivant comment vous accédez aux données, vous êtes plutôt dans cette situation-là, du vert versus ce qui est fait en appelant le BLAS que vous avez installé sur vos machines. D'accord? Et donc ça, pourquoi est-ce qu'on a développé ces librairies-là? Bien, ça on verra, je vais un peu accélérer sur la suite parce que c'est peut-être moins important, mais je voudrais faire un peu d'algo avec vous. C'est parce qu'en fait, tous les algorithmes, toutes les factorisations dont on a besoin lorsqu'on travaille sur des matrices denses, en fait, peuvent être réécrites en utilisant essentiellement des noyaux de type produit matrice-matrice. Ça a nécessité un petit peu de redesign, et puis on va en parler plus tard. Mais ça a été la raison pour laquelle il y a eu autant d'attention qui a été portée sur ces routines
dites BLAS 3, qui font essentiellement des opérations de type matrice-matrice. Alors, les opérations de type matrice-matrice, ce n'est pas que des produits, hein, ça peut être aussi, ce dont on a souvent besoin d'algèbre binaire, c'est aussi de faire des transformations unitaires, donc c'est des transformations d'Ossolder par bloc. Ça peut être aussi faire des descentes remontées sur des facteurs triangulaires, mais pour beaucoup de second membres. Donc là, c'est pareil, du coup, ça peut être vu comme appliquer une matrice, l'inverse d'une triangulaire inférieure sur une matrice. Donc, toutes ces opérations-là, elles sont présentes dans le BLAS. Elles portent des petits noms différents, mais elles sont présentes dans le BLAS. Elles sont optimisées si vous utilisez les bonnes librairies et que vous ne recodez pas tout vous à la main. Alors rapidement, je vais passer rapidement là-dessus parce que j'aimerais faire, donc qu'on voit un petit peu comment est-ce qu'on casse les algos pour arriver à les faire aller plus vite. Ça, c'est rapidement quels sont les principes de base qui sont maintenant implantés aujourd'hui sur la majorité des processeurs pour permettre de calculer plus vite. Donc la première idée, en fait, c'est ce qu'on appelle de la vectorisation, et ça, c'est peut-être des termes dont vous avez déjà entendu parler. Donc on arrive à vectoriser certaines opérations, c'est-à-dire l'idée de base, c'est de décomposer l'opération élémentaire flottante en sous-opérations plus élémentaires, de sorte que chacune de ces sous-opérations élémentaires pourront être utilisées sur des composantes différentes d'un même vecteur. Et l'idée, elle n'est pas nouvelle, elle a été mise en œuvre pour la première fois par Ford sur les chaînes d'assemblage de voitures. Si vous assemblez une voiture, vous n'êtes pas obligé de faire chaque intervention qui consiste à réaliser une voiture, de la faire simultanément, de la faire sur la même voiture, mais vous pouvez faire des assemblages de voitures en parallèle et faire des opérations élémentaires différentes sur chacune des voitures que vous êtes en train de produire. C'est exactement la même idée qui est utilisée ici. L'autre idée qui est aujourd'hui implantée sur les processeurs, c'est ce qui s'appelle le recouvrement. C'est si j'ai plusieurs unités de traitement qui peuvent opérer simultanément, c'est être capable de les activer simultanément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le recouvrement. Je présenterai ça rapidement. Et puis ensuite, le dernier, c'est le chaînage. C'est essentiellement ce qu'on va faire des opérations triadiques. Eh bien, on va faire donc une opération du style A fois B plus C. Le résultat A fois B, en fait, il n'a aucun intérêt pour l'algorithme, si ce n'est que d'être additionné à C. Et donc, ce résultat partiel, plutôt d'aller l'écrire quelque part en mémoire, on va directement s'en servir comme entrée pour l'addition. Et donc, on évite du trafic mémoire, on évite de stocker des choses. Et ensuite, on va être en capacité de faire l'opération d'addition et de multiplication simultanément. Donc, rapidement, ce que c'est que la vectorisation, donc comme je vous disais, ça vient des idées de Ford, lorsqu'il a construit ses premières chaînes d'assemblage. Donc, c'est l'exemple qui est représenté ici. C'est ma vision d'une voiture. Vous voyez, c'est un châssis et deux roues. Et donc, si vous voulez construire une voiture, les opérations à faire, c'est prendre un châssis, le mettre sur la chaîne d'assemblage. Et puis ensuite, au temps suivant, c'est assembler les roues sur le châssis qui vient d'être mis sur la chaîne d'assemblage. Là, ma construction de voiture, c'est deux étapes. C'est charger le châssis sur la chaîne d'assemblage, monter les roues sur la chaîne d'assemblage. Là, c'est un traitement qui est purement séquentiel. À un instant donné, je ne travaille que sur une seule voiture. Et vous voyez que les deux travailleurs sont contents parce qu'une fois sur deux, ils ne font rien. Okay, donc ça, c'est une exécution scalaire. À un instant donné, je ne fais qu'une des deux sous-opérations élémentaires qui sont réalisées pour faire l'assemblage de ma voiture. Et vous voyez que du coup, ici, en 4 temps de cycle, j'ai produit 2 voitures. D'accord? Parce qu'il me faut 2 temps de cycle pour assembler une voiture. En 4 temps de cycle, je n'ai produit 2. Vous voyez bien qu'on peut faire mieux. Et pour faire mieux, entre guillemets, il suffit de vectoriser ou de pipeliner, c'est-à-dire que l'histoire commence de la même façon. Je commence à assembler ma première voiture, donc je vais chercher le châssis et je le monte sur la chaîne d'assemblage. Et puis après, l'itération suivante, à l'instant suivant, ça charge un petit peu. En fait, les deux vont bosser. Pendant que le premier va chercher le châssis suivant, le second monte les roues sur le châssis qui a été monté au temps de cycle précédent. D'accord? Et donc maintenant, à tous les temps de cycle, je vais être capable de produire une voiture. Alors que précédemment, il me fallait 2 temps de cycle pour produire une voiture. Donc là, vous voyez qu'en 4 temps de cycle, je n'ai pas produit 2 voitures, mais 3. Alors, j'en ai produit que 3 parce que c'est pénible à dessiner, que mon écran est petit. Mais asymptotiquement, quel est le facteur de gain qu'on attend pour cette construction de voiture? Là, j'ai pris un temps court qui est que 3 temps de cycle. Mais si on prend des temps plus longs, là, asymptotiquement, quel va être le gain de productivité? C'est bête comme question, je pense. 2, non? Oui. Vous avez un facteur 2 parce qu'ici, vous avez 2 gars qui bossent alors qu'ici, il n'y en a qu'un seul. Donc, asymptotiquement, vous allez avoir un facteur 2.
Donc, dans ce jargon-là, le temps nécessaire pour produire le premier résultat, c'est ce qu'on appelle le start-up, le temps nécessaire pour amorcer les choses. Et puis ensuite, à tous les temps de cycle, vous générez un résultat. Alors, comment est-ce que cette idée a été utilisée pour faire des opérations flottantes? Eh bien, supposez que donc on veut faire la multiplication entre deux nombres en nombres flottants. Donc, je prends un exemple qui est une arithmétique qui n'est pas bonne, mais juste pour illustrer. Donc, malgré tout, lorsque un flottant, il est toujours représenté par trois parties, un bit de signe, un exposant et une mantis. D'accord? Et par exemple, si je veux faire le produit moins 12 fois 48, eh bien, je vais représenter moins 12. Donc, moins 12 dans le bit de signe, il est négatif, donc je mets un 0. Et puis, 12, c'est 6 fois 2. D'accord? Donc, 2, je suis en base de 2, donc l'exposant de 2, c'est 1, c'est ce qui correspond ici à l'exposant. Ici, j'ai codé 001, c'est l'exposant de 2, dans la représentation de 12. Et puis, la mantis, je vais représenter 6, et 6 en binaire, c'est 110. D'accord? C'est 0, c'est 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1 et 1 fois 2 à la puissance 2. Donc c'est 4 plus 2. Okay, donc 4 plus 2, c'est 70 ici. Et puis je représente 48. 48, c'est 12 fois 4. Donc maintenant, l'exposant de 2, c'est 1. Enfin, c'est 2, pardon. Donc 2, l'exposant de 2, c'est 10 en binaire, si je le représente sur 3 digits. Et puis 12, c'est ce 1100. C'est 0 fois 2 puissance 0, puis 0 fois 2 puissance 1, puis 1 fois 2 puissance 2 et 1 fois 2 puissance 3. Donc maintenant, si je veux faire le produit de ces deux nombres flottants représentés en binaire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Il va falloir exactement de la même façon qu'on le ferait en base 10. Je vais prendre mes mantis, donc, ce qui représente en base 10 les chiffres significatifs que je peux manipuler. Donc je prends mes mantis, je les multiplie. Alors la multiplication binaire, elle fonctionne vraiment de la même façon que la multiplication en base 10. Donc ça, c'est le produit en base 10 des deux mantis qui sont, en base 2, pardon, des deux mantis. Donc je tombe sur ce chiffre-là. Là, vous voyez que j'ai fait apparaître beaucoup de zéros, ce qui veut dire que je vais renormaliser comme je le ferai en base 10. Ça, c'est 1, 0, 0, 1 fois 2 à la puissance 3, parce que c'est un décalage de 3 à cause des 3 zéros qui sont ici. Donc mon produit, il s'obtient en faisant le produit des mantis. Je vais faire l'addition des exposants, de la même façon que je ferai en base 10. Et puis après, je normalise, c'est-à-dire que je prends les exposants qui sont apparus dans le produit des mantis, je les additionne à mes exposants, donc c'est la phase de normalisation. Et puis je produis le résultat qui est ici. Donc vous voyez que j'étais capable ici de décomposer la multiplication entre deux flottants en 4 sous-opérations élémentaires. Une première qui fait les produits des mantis, l'autre qui fait l'ajout des exposants, une étape de normalisation et une qui produit le résultat final. Donc chaque opération multiplication est décomposée en 4 sous-étapes. Donc ma voiture qui est ma multiplication, je l'ai décomposée en 4 sous-assemblages successifs. Et donc l'idée de la vectorisation, ça va être de dire, si j'ai besoin d'exécuter une boucle qui ressemble à ça, en scalaire, donc là, ce qui est représenté ici par les petits carrés, c'est ce qu'on appelle les étages, des étages du pipeline, de l'unité vectorielle. Si je suis en opération, en exécution purement scalaire, au premier temps de cycle, je fais la première sous-opération qui est séparation mantis des exposants. Deuxième temps de cycle, je fais multiplication des mantis. Troisième temps de cycle, je fais addition des exposants. Quatrième temps de cycle, je normalise. Et cinquième temps de cycle, je produis mon premier résultat. D'accord? Donc ça, c'est si je devais le faire à la main et que j'étais tout seul. Maintenant, j'ai réussi à décomposer ma multiplication sous opération élémentaire. Si je suis capable de faire bosser plusieurs personnes et en particulier faire travailler les différents étages simultanément sur des opérandes différentes, j'ai gagné. Et en fait, c'est ce qui se fait en faisant une exécution pipelinée. Donc l'exécution vectorisée, l'histoire commence de la même façon. Séparation mantis-exposant sur les deux premières opérandes qui sont A21 et B21. Temps de cycle suivant, pendant que je fais l'addition de la multiplication des mantis sur A21 et B21, simultanément, je peux aller chercher
les éléments suivants qui vont intervenir dans mon calcul, qui sont les entrées du vecteur A et vecteur B, séparer les mantis des exposants de A de 2 et de B de 2. D'accord. Et puis l'instant suivant, ce que je vais faire, c'est je vais faire addition des exposants sur les premières opérandes qui étaient A21, B21, multiplication des mantis sur les deuxièmes opérandes qui interviennent dans ma boucle qui étaient A de 2 et B de 2. Et puis je vais commencer à préparer séparément mantis exposants sur les autres éléments que j'ai à traiter dans ma boucle qui sont A3 et B de 3. Et puis bon, l'histoire se perpétue. Enfin, donc, instant suivant, là maintenant, vous avez tous les étages de votre pipeline. Donc en fait, tout votre processeur est complètement actif et est en train de travailler sur des opérandes différentes. Et donc, pendant que vous faites séparation mantis exposant sur A4, B4, vous êtes en train de normaliser le premier résultat qui est A de 1 plus B de 1. Et puis, ensuite, tous les temps de cycle, vous êtes en capacité de produire un résultat. Donc, plutôt que de produire un résultat tous les 4 temps de cycle, maintenant, vous êtes en capacité à produire un résultat tous les 4 temps de cycle, enfin, par temps de cycle, avec le premier qui vous coûte 4 temps de cycle. Donc, le temps complet, c'est de l'ordre de 4, il est maintenant juste linéaire dans la dimension. Et il n'est pas proportionnel à la dimension. Donc, les gros avantages de ça, c'est que vous allez être capable de faire plus d'opérations par temps de cycle en moyenne. Là, l'hypothèse qu'on a faite, qui est assez forte, c'est que vous voyez qu'on a fait l'hypothèse qu'on était capable d'aller quand même chercher les données à la même vitesse que ce qu'on est capable de faire sous opérations élémentaires. Et donc ça veut dire que derrière, tous les problèmes d'accès mémoire qu'on a vus, il aura fallu organiser sa mémoire de sorte que les accès mémoire le permettent. Et si ce n'est pas le cas, on va être dans une situation où on va ralentir le calcul. Alors, ces choses-là, aujourd'hui, c'est généré, les compilateurs sont suffisamment avancés pour être capables d'analyser vos boucles et puis générer des opérations vectorielles, à condition que vous les présentiez malgré tout, de sorte que le compilateur, qui est quelque chose d'assez bête, soit capable de les reconnaître. Donc, il y a un petit peu de boulot de votre côté. Le recouvrement, c'est la capacité en fait à faire des opérations indépendantes sur des unités de traitement différentes. Donc typiquement, si je sais une boucle qui ressemble à ça, donc là c'est une boucle de longueur sur 2 vecteurs, sur 4 vecteurs, sur 6 vecteurs, A sur lequel qui va contenir le résultat composante à composante de B de C et D qui va contenir composante à composante la somme de E et de F, eh bien là, vous voyez que j'ai des opérations multiplication-addition qui sont complètement indépendantes, parce qu'elles sont faites sur des opérandes différentes et elles sont stockées dans des opérandes différentes aussi. Ce que va faire le compilateur, c'est générer un flot d'instructions qui va permettre d'alimenter le multiplier, donc l'unité qui fait multiplication, et au temps de cycle suivant, parce qu'il j'ai toujours l'orchestre qui démarre, qui est capable de faire une opération à la fois, il va lancer les opérations pipeline d'addition sur les composantes E et F. Et donc là, vous voyez que vous allez gagner en temps d'exécution parce que simultanément, vous allez faire des opérations de multiplication et des opérations d'addition sur des opérandes différentes. Donc ça, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail des temps d'exécution, mais dans le premier cas, si vous n'avez pas de recouvrement, vous avez quelque chose qui ressemble à la somme, et puis si vous avez la capacité, le processeur est capable d'avoir ce recouvrement, ça va être là encore essentiellement linéaire dans la dimension des vecteurs. Donc vous avez un facteur 2 qui vient du fait que vous avez 2 opérations qui se font simultanément. Là, c'est pareil, c'est le compilateur. Le compilateur va être assez intelligent pour, si vous écrivez des boucles de cette forme-là, vous générez un code qui exploitera ce genre de mécanisme si votre processeur le supporte. En revanche, sémantiquement, vous pouvez avoir exactement la même chose, mais en écrivant 2 boucles séparées. Vous pouvez avoir une première boucle qui fait la multiplication, puis derrière une boucle qui fait l'addition. Un compilateur va pas nécessairement, lorsqu'il va faire l'analyse du code pour générer le code assembleur, il va pas généralement, enfin il va pas dans tous les cas faire pousser l'analyse au point de lorsqu'il fait l'analyse d'une boucle, se poser la question de savoir si la boucle suivante est sur un vecteur sur une même taille et si par hasard il se fait sur des opérations différentes. Donc si vous présentez cette boucle, ce calcul-là sous la forme de 2 boucles, le compilateur ne sera pas capable de générer le code qui permettra d'avoir ce recouvrement. Donc là, il y a un petit peu de boulot de votre part, c'est écrire le code de sorte que le compilateur puisse générer le code qui vous permettra de faire le recouvrement.
Et à partir du moment où le code lui est présenté comme ça, si le hardware le supporte et que si le compilateur a été correctement écrit, il sera capable d'activer ce genre de mécanisme pour faire gagner du temps. Et puis le dernier, c'est le chaînage. Donc ça, c'est ce qui est essentiellement ce qui s'appelle aussi le fused multiply and add. Donc la situation où vous faites des opérations triadiques de cette forme-là, et vous voyez que dans votre algo, en fait, le produit B fois C, composante à composante, il n'a aucun intérêt si ce n'est que d'être additionné à D pour produire le résultat que vous stockez dans A. Donc les résultats intermédiaires composante à composante B fois C, c'est inutile de le stocker. Et ce que va faire le compilateur, c'est directement générer du code de sorte que la sortie de l'unité de multiplication soit considérée comme une entrée pour l'unité d'addition, le adder. Et donc, de la même façon, une fois que tout est pipeliné, dès que j'ai une sortie du multiplier, je l'injecte dans le adder et du coup, j'ai simultanément le adder et le multiplier qui travaillent simultanément et puis je pipeline chacune des opérations, ce qui encore me permet de gagner énormément de temps. Et là, c'est pareil, le compilateur est capable de générer ces choses-là si vous lui présentez vos calculs sous la forme qui lui permet de reconnaître que c'est effectivement une triadique qui lui permet de mélanger la multiplication et l'addition. Bon, toujours l'intérêt, c'est qu'on réduit le temps d'exécution, et puis là, ce qu'il y a donc on est capable de faire plus d'opérations par temps de cycle. Et puis après, le gros intérêt, il est essentiellement sur la mémoire, c'est-à-dire qu'on sauve du stockage intermédiaire qui consisterait à stocker le résultat B fois C, qui ne sert à rien si ce n'est que d'être consommé pour faire la somme avec D. Et là, on a une excellente localité des données dans la mesure où le résultat il est directement consommé, il ne repasse même pas par les registres, il est réinjecté directement à l'entrée de l'unité qui fait les additions. Donc ça, ce sont vraiment les principes de base qui sont aujourd'hui implantés sur la majorité des processeurs, que le compilateur va être capable d'exploiter si tant est que vous lui présentez le code correctement. Ok. Bon, j'aimerais faire un peu d'algo, vu le temps qui passe très très rapidement. Bon, on va prendre une opération de base qui fait juste multiplication terme à terme de composants de vecteurs et somme avec un troisième vecteur. Et puis on va prendre différentes architectures qui sont plus ou moins sophistiquées. Donc on va prendre la première qui fait juste du chaînage entre les arithmétiques. Donc ce que je veux faire cette opération-là, y égale y fois x plus y. Et je suppose que j'ai un chaînage entre la multiplication et l'addition. Donc à l'exécution, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par aller chercher le vecteur x, aller chercher le vecteur y. Donc chaque fois, c'est pipeliné. Donc au bout du temps petit a, j'ai le premier élément de x qui est disponible. Et ici, au bout du temps petit a, j'ai la première composante de y qui est disponible. D'accord. Puis ensuite, je commence mon opération de multiplication composante à composante. Au bout du temps petit b, j'ai une unité qui est pipelinée, ce qui veut dire qu'ici, à cet instant-là, j'ai le premier résultat intermédiaire qui est disponible, x1 fois y1. Et parce que j'ai un chaînage entre le multiplier et l'adder, au temps de cycle suivant, je vais pouvoir attaquer mon addition. Et donc maintenant, je vais être capable d'avoir des multiplications sur des entrées du vecteur qui se font en même temps que les sommes sur d'autres entrées du vecteur, sur des entrées qui le précèdent. Et puis après, je stocke les résultats en mémoire. Vous comprenez la logique qui sous-tend ce dessin-là? Okay. Donc si je regarde en termes d'accès mémoire, j'ai des accès mémoire pendant les loads qui sont faits ici, et puis pendant le store qui est fait ici. Oui, LD, pardon, ça signifie load et ST store. Maintenant, si je prends quelque chose qui est plus sophistiqué en termes d'architecture processeur, donc maintenant je suppose que j'ai un chaînage entre le load et l'arithmétique. D'accord? Donc essentiellement, mon histoire va démarrer de la même façon, je vais aller chercher les opérandes sur lesquelles j'ai besoin de travailler, mais parce que j'ai un load qui est chaîné avec l'arithmétique, ça veut dire que je vais pouvoir démarrer mes opérations arithmétiques qui commençaient qu'ici, je vais pouvoir le démarrer plus tôt. Et en particulier, je vais pouvoir le démarrer dès l'instant que mes deux premières opérandes dont j'ai besoin sont disponibles pour activer mon opération d'addition. Donc l'histoire commence de la même façon, mais c'est ici qu'elle diffère. C'est que maintenant, à cet instant-là, ici, j'ai les deux opérandes qui sont disponibles en mémoire, et du coup, je peux activer mon adder qui va commencer à faire les additions, et qui du coup va consommer les données au fur et à mesure où elles arrivent, où elles sont disponibles au niveau du cœur de calcul. J'ai toujours un chaînage sur l'arithmétique, donc au bout du temps petit b ici, je vais pouvoir faire mes opérations de multiplication.
Et puis là, vous voyez que simultanément, je fais des accès mémoire en lecture, des additions sur certains, des multiplications sur certaines composantes des vecteurs et des additions sur le résultat partiel qui a été généré. Et puis à la fin, je réécris les choses en mémoire. Là maintenant, si je regarde à quel moment mes accès mémoire se font, vous voyez que le temps d'inactivité de mon accès de mon bus, entre guillemets, a été réduit. J'ai sophistiqué l'arithmétique, j'ai sophistiqué mon processeur et du coup, je sollicite plus mes accès mémoire. Maintenant, je prends quelque chose qui est encore plus sophistiqué. Je prends toujours le chaînage load et arithmétique, mais je suis en capacité aussi de chaîner le store. Donc, l'histoire commence exactement de la même façon que précédemment. D'accord. Mais maintenant, parce que j'ai un chaînage entre l'arithmétique et le store, vous voyez qu'au bout du temps petit c ici, j'ai mon premier résultat qui a été produit. Et du coup, parce que j'ai un chaînage entre l'arithmétique et le store, je vais pouvoir démarrer le store à partir du moment où la première donnée est produite. Et donc, je peux réécrire en mémoire le résultat au fur et à mesure où ils sont produits. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai simultanément des opérations de load, des opérations multiplication et des opérations de somme, plus du store qui se fait en même temps. Et donc, si je regarde mes accès mémoire, maintenant, si maintenant j'ai un processeur qui est super efficace, si je n'ai pas prévu ce qui est derrière, c'est-à-dire les accès mémoire, et en particulier que je n'ai pas mis deux chemins d'accès indépendants à la mémoire, je vais bloquer mon processeur parce qu'il ne pourra pas faire soit il pourra pas faire les lectures, soit il ne pourra pas faire les écritures. Donc là, vous voyez que c'est vraiment, les designers, il faut vraiment qu'ils aient une approche globale pour prévoir vraiment le fonctionnement de leur processeur, mais prêter attention à ce qui se passe aussi en termes d'organisation des accès mémoire pour ici prévoir de mettre deux bus. Et puis si je fais quelque chose qui est encore beaucoup plus efficace, maintenant je suppose que je peux faire un overlap sur les loads, ça veut dire que j'ai deux canaux pour accéder à la mémoire et que ces deux canaux, je peux les activer simultanément, mais juste avec un décalage ici qui est juste un temps de cycle. J'active le premier load, temps de cycle suivant, j'accède le deuxième load, et puis après tout est chaîné, donc l'histoire se passe exactement de la même façon que précédemment. Donc là, vous voyez que le temps d'exécution va se retrouver singulièrement réduit, puisqu'il est donné essentiellement par la longueur du dessin. Là, le dessin est beaucoup plus court. Par contre, si je regarde en termes de contraintes que ça a sur les accès mémoire, maintenant, il faut que je sois capable de faire deux loads simultanément et un store également. Donc en fait, il me faut trois chemins d'accès à la mémoire. Et ça complexifie la machine parce qu'il faut donc des réseaux plus performants. Et c'est essentiellement ce qui est souvent disponible sur les machines aujourd'hui. Donc là, vous voyez que le design du processeur a quand même un impact fort sur le reste de l'architecture et en particulier sur les accès mémoire qui doivent se faire suffisamment rapidement pour permettre au processeur de fonctionner correctement. Et là, c'est juste pour conclure avant de passer à un peu d'algo si j'avais le temps. Donc là, on a vu d'un point de vue hardware comment les choses étaient faites. On a vu qu'il y avait des unités qui pouvaient travailler simultanément. Ça, ce point de vue-là, généralement, il est masqué par le paradigme de programmation qu'on va utiliser. D'accord ? Et aujourd'hui, les paradigmes de programmation, ils se distinguent essentiellement par comment est-ce que la partie la plus faible du système est vue et manipulée. Et donc, vont se distinguer essentiellement de la façon dont la mémoire est vue et partagée par les différentes entités de calcul. Donc, la première situation, c'est celle que vous avez vue en TP, ce qui est espace d'adressage global. Et donc, c'est essentiellement de la programmation parallèle en utilisant OpenNP, qui est relativement simple, puisque il vous suffit vu que tout le monde voit l'intégralité des variables, il vous suffit, lorsqu'une donnée est produite, elle est écrite, et il faut juste synchroniser les processeurs, les threads de calcul, pour vous assurer que dans l'étape de calcul où vous allez avoir besoin de la donnée qui a été produite, la donnée ait effectivement été produite. Et c'est pour ça qu'il y a ces barrières implicites en fin de région parallèle qui vous assurent que lorsque vous sortez de la région parallèle en question, les données qui sont manipulées et écrites dans cette région parallèle sont disponibles et pourront être lues plus tard dans la prochaine région parallèle. Donc là, c'est relativement simple. On a juste besoin de mettre des étapes de synchronisation qui sont parfois implicites dans un code qui vous assure que par étape de calcul, les données sont produites et donc pourront être consommées plus tard. Mais vous n'avez pas besoin de savoir qui va consommer la valeur, qui produit la donnée et qui va la consommer plus tard. D'accord ? Vous avez juste besoin d'avoir une vision assez
assez macroscopique des choses, voir votre code comme un enchaînement de séquences de calcul qui produit des données possiblement en parallèle dans certaines zones. Et ces données devant être consommées plus tard par votre vote de calcul, vous devez assurer une synchronisation pour que les threads, s'ils s'exécutent, soient assurés que lorsqu'ils arrivent sur cette étape de calcul, tout le monde est sorti de l'étape qui était parallèle précédente. Et donc, toutes les données qui devaient être produites ont effectivement été produites et donc peuvent être consommées. Et l'exécution de votre code suivra la logique de l'exécution séquentielle. Donc ça, c'est la situation dite facile, espace d'adressage global et OpenNP. Donc, c'est ce que vous voyez actuellement. Alors ça, c'est bien, mais évidemment, ça a des inconvénients. Hein. C'est que l'inconvénient principal, c'est que la simplicité de programmation, elle vient à un prix qui est que tout le monde peut écrire n'importe où. Et vu on a vu que ce qui pénalisait la vitesse de calcul, c'est les accès mémoire. Si tout le monde peut faire n'importe quoi avec la mémoire, ça ne va pas bien se passer. Donc vous allez être ralenti à l'exécution. Donc l'alternative à ça, c'est de mieux contrôler la mémoire et d'avoir un paradigme de programmation qui permet à chacune des entités de calcul, qui seront plus des threads, mais dans le jargon informatique, on va s'appeler des processus, au sens unique du terme. Chacun des processus va avoir son propre espace d'adressage. Et malgré tout, on fait du calcul parallèle, donc il va falloir que ces processus soient capables de collaborer. Et pour collaborer, il faut qu'ils soient capables d'échanger de l'information. Cet échange d'informations, précédemment, il se faisait juste par des écritures et des lectures en mémoire partagée. Mais maintenant, ils vont se faire de la même façon que vous fonctionnez en vous écrivant des messages. Et donc, ils vont se faire par envoi et réception de messages qui vont correspondre à répliquer et à dupliquer les valeurs de certaines variables de la mémoire d'un processus dans la mémoire de notre processus. Et ça se fait par envoi et réception de messages, et ça va se faire en utilisant une bibliothèque qui s'appelle MPI pour Message Passing Interface, qu'on verra en TP-BE plus tard dans le module. Et vous verrez que, et là les choses sont singulièrement plus compliquées, parce que ne serait-ce que sur ce petit exemple-là, vous voyez qu'il faut que votre code, et que vous représentiez dans votre code le fait que un processus, ici le nème, va produire une variable x qui doit être consommée par un autre processus qui est le processus i. Donc il va falloir rajouter des structures de données dans votre code de calcul pour représenter cette information supplémentaire qui est qu'est-ce que je produis qui est utilisé par quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, qui est-il pour que je sois capable de lui envoyer l'information. Et symétriquement, il faudra représenter j'ai besoin de certaines quantités que je ne calcule pas moi, qui sont calculées par quelqu'un d'autre, et j'ai besoin de savoir qui les calcule. Et je vais être obligé de poster des requêtes de réception et d'envoi de messages au moment où j'ai effectivement besoin de ces données-là. Et on verra que ça va potentiellement introduire de nouveaux bugs en termes de logique de programmation, qui est typiquement, je peux être en attente d'un envoi de quelqu'un, sauf que le quelqu'un ne sait pas que je l'attends, et donc je vais l'attendre forever. Et ça, c'est ce qui s'appelle un deadlock, qui à l'époque où on traduisait tout, s'appelait une étreinte fatale. C'est-à-dire que vous avez un processus qui se met en attente d'un message qui ne sera jamais généré, et donc globalement, votre code ne s'arrêtera jamais, puisqu'il y en a un qui va être suspendu pour toujours. Donc ça, c'est un nouveau type de bug, un type de bug typologique qui apparaît dans la programmation parallèle. Bon, les avantages, c'est que du coup, vu qu'on a un meilleur contrôle de la mémoire, on va être en capacité à mieux l'exploiter, donc avoir des calculs qui soient plus efficaces. Et puis, ce qu'on gagne d'un côté, nos free lunch, dans numérique et encore plus vrai en numérique parallèle, on a une loi qui s'appelle la loi de conservation des emmerdements. C'est ce qu'on gagne d'un côté, généralement on le perd de l'autre. Donc ici, ce qu'on va gagner en termes de performance, on va le perdre en termes de complexité de mise en œuvre des algos. Voilà, et donc aujourd'hui, après, généralement, on mélange les deux approches, c'est-à-dire qu'on va avoir des échanges de messages entre processus qui vont eux-mêmes générer des threads, et donc on va avoir de l'OpenNP au niveau des nœuds et puis du message passing MPI entre les deux. Voilà, donc ça c'est ce que je vous dis précédemment. Aujourd'hui, ce qui émerge comme standard, en tous les cas qui sont principalement utilisés, c'est de l'OpenNP pour faire de l'adressage global, et puis qui est essentiellement du MPI pour faire de l'échange de messages. Ah oui, juste un petit mot sur la modélisation des temps de communication. Et donc un temps de communication, c'est ce que vous vivez tous les jours.
Le temps de communication, il se décompose en deux parties. Une partie qui s'appelle la latence, qu'on note alpha ici, et puis quelque chose qui est essentiellement lié au débit de votre réseau. Et donc, le temps de communication d'un message de longueur n, il va s'écrire comme une fonction affine de cette longueur. Si bien que lorsque vous avez besoin d'avoir des processus qui échangent de l'information, généralement, on va chercher à ne faire qu'une seule communication sur un message qui est le plus long possible. Comme pour les accès mémoire, on va essayer d'amortir le coût de l'accès mémoire et donc on va essayer d'amortir la latence. Et donc typiquement, lorsque vous avez deux processus qui vont avoir besoin d'échanger des vecteurs, ben on va plutôt faire un échange d'un vecteur plutôt qu'un échange de composantes, des n composantes du vecteur, pour ne payer qu'une seule fois la latence. Donc lorsqu'on fera du MPI, mais ça on vous le répétera, on cherche à grouper les envois pour réduire les coûts. Alors ensuite, comment est-ce qu'on évalue la performance d'un code parallèle? On calcule ce qui s'appelle le facteur d'accélération, donc il s'appelle speed-up. Et donc les speed-up, on en distingue deux. Le premier qui s'appelle le strong speed-up, qui consiste à regarder le temps d'exécution pour une simulation sur un processeur, qu'on divise par le temps d'exécution de l'application parallélisée sur P-processeur. Donc là, vous voyez que, loi de conservation de la physique, si le speed-up idéal et maximal qu'on puisse atteindre si tout est parallélisable, c'est un facteur P, puisqu'on veut avoir, dans le meilleur des cas, on aura, alors dans le cas de code déterministe, on va réduire le temps d'exécution par le nombre d'unités de traitement qu'on va impliquer dans le calcul. Alors si on fait ce genre de mesure, aujourd'hui il est plus très réaliste parce que bien souvent un code parallèle on n'est plus capable de le faire tourner sur un seul processeur parce qu'il va consommer trop de mémoire, il va être trop gros et aujourd'hui on fait essentiellement du calcul parallèle, certes pour calculer plus vite mais aussi pour calculer plus gros. Et donc ce calcul sur un processeur on ne peut plus le faire. Et le défaut de cette mesure-là, qui s'appelle du strong speed-up, c'est que vu qu'on fait le même calcul en augmentant le nombre de processeurs de calcul, la conséquence que ça a, c'est que chacun, et que le code est bien écrit et que l'algo est bien choisi, c'est que le volume de données traité par chacun des cœurs va lui-même être divisé par le nombre, proportionnel au nombre de cœurs utilisés. Donc en fait, chacun des cœurs va utiliser moins de mémoire. Et puisque la mémoire, c'est généralement le goulot d'étranglement, mais si j'ai besoin de manipuler moins de données, je vais très certainement pouvoir les manipuler plus rapidement. Et c'est ce qui donnait lieu à ce qui s'appelait des speed-up superlinéaires, c'est-à-dire des accélérations observées qui étaient supérieures au nombre de cœurs utilisés. Et là il n'y a pas de magie, hein, c'est juste parce que travaillant sur des volumes de données plus petits, les calculs peuvent se faire plus rapidement. Et donc l'effet d'aubaine qui était introduit par ça, c'était essentiellement des effets de cache, et donc on avait des facteurs d'accélération qui étaient supérieurs à 1. Alors pour contourner ce défaut-là, il y a des choses qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui aussi parce qu'on n'est plus capable de faire un calcul gros sur un seul cœur. C'est ce qu'on appelle des mesures de weak speed-up qui consistent à faire croître linéairement la taille du problème traité avec le nombre de processeurs qu'on utilise. Et donc on regarde le temps nécessaire pour traiter le problème de taille 1 sur un processeur. Et lorsqu'on va travailler sur P processeur, en fait, on va travailler sur un problème de taille P. Donc, si tout se divise, tout est proportionnel si notre algo fait que tout est proportionnel au nombre de processeurs, vous voyez que le temps pour traiter un problème de taille 1 devrait être le même que pour traiter un problème de taille P sur P processeur, dans un monde idéal. Ce qui fait que ce ratio-là, T1 sur TP, doit être égal, il devrait être proche de 1. Et pour garder quelque chose qui soit consistant avec le strong speed-up, c'est-à-dire qui augmente avec le nombre de processeurs, généralement, ce weak speed-up, on le multiplie par P pour être comparable avec le... Et l'intérêt de cette mesure-là, c'est qu'a priori, elle ne masque pas les effets de com, puisque les volumes de com restent constants, et on n'a plus d'effet de cache parce que chacun des processeurs travaille à volume de calcul fixe. Alors, il n'y a pas de monde idéal, hein. Ça c'est aussi quelque part potentiellement misleading dans le sens où, alors je ne sais pas si vous avez vu des schémas d'intégration en temps. Ça vous dit des choses? L'équation de la chaleur, si vous la voyez sous la forme du sur dt moins Laplacien u égale une constante, là vous discrétisez
le Laplacien en espace, mais il faut aussi discrétiser l'opérateur en temps. Et vous avez dû voir, ça devrait vous rappeler des choses, vous avez deux grandes familles d'intégrateurs, les intégrateurs dits implicites et les intégrateurs dits explicites. Et dans les intégrateurs explicites, ils ont le gros avantage, c'est que étant implicite, en fait, on a un calcul qui est relativement simple, c'est juste un opérateur linéaire qu'on applique à l'état t pour produire l'état t plus 1. Je vous le réécris rapidement et puis du coup on attaque la partie algo la prochaine fois. Ça vous rappelle des choses, ça, ou pas? En 1D. J'ai un terme source et puis après j'ai les conditions limites en temps et en espace. D'accord? En T et en X. Alors, ça c'est un U. Donc ce qu'on fait généralement, c'est son schéma favori pour discrétiser ça. Donc ça, on va discrétiser U en espace. Donc supposons que je suis entre 0 et 1, et puis je vais faire des différences finies. Donc je vais calculer U qu'en certains des sommets. D'accord? Donc ça, la discrétisation du Laplacien U, ça va me conduire à une matrice A. Alors, je vais mettre des tildes comme ça. Delta U, je vais le représenter sous la forme AU, où U, ça va être le vecteur qui stocke les valeurs de U en chacun des sommets. Et puis le Laplacien, vous avez dû voir que ça, généralement, si on prend un schéma de différence finie avec un pas de discrétisation constant, c'est un truc qui ressemble à du... c'est du 1 sur h carré. Et puis j'ai des 2 sur la diagonale. Alors c'est du moins Laplacien. Et du moins 1 sous la sous-diagonale. Ça vous rappelle des choses, ça? Et puis 0 ici. Si je numérote mes points de façon dite lexicographique. Et puis après, la question se pose pour la discrétisation en espace. Donc j'ai deux options. Donc ça, je vais faire une différence unicentrée. Donc le D utile, je vais l'écrire U à l'instant t plus delta t moins U à l'instant t sur ma discrétisation d'espace. Et puis du coup, je vais avoir plus A de U égale le F discret, noté F bar. Et là, j'ai un choix à faire qui est le U qui est ici, soit je le prends à T, soit je le prends à T plus delta T. D'accord? Vous êtes d'accord que j'ai ces deux options? Je discrétise en temps et puis ma discrétisation en espace, je peux la prendre soit à l'instant courant, soit à l'instant précédent. Je vais le mettre en bleu, en vert parce que c'est le cas simple, explicite. Eh bien, je vais prendre A de U à l'instant T. Et du coup, je peux tout réécrire en disant que U à l'instant T plus delta T, c'est l'identité moins delta TA U à l'instant T. Et puis après, j'ai mon terme source. Donc ça, c'est easy case, parce que du coup, vous voyez que ça, c'est I moins delta T2A, c'est essentiellement un opérateur linéaire. Donc en gros, l'intégration de mon schéma en temps avec de l'explicite, ça revient essentiellement à faire des produits matrices vecteurs. Et le cas plus compliqué, c'est l'implicite, où cette fois-ci, mon espace, je vais le prendre à l'instant courant. Et donc, je vais me ramener à cette fois-ci, si je réécris les choses, il y a un truc qui est la forme I plus delta T A U de T plus delta T égale U de T plus F éventuellement T plus delta T. D'accord, et là, ça, ici, c'est plus compliqué parce que vous voyez que vous n'avez accès que implicitement à votre nouvel état et que pour trouver votre nouvel état, vous êtes obligé de résoudre un système linéaire dans la matrice et cet opérateur-là. D'accord? Donc, a priori, d'un point de vue purement calculatoire, on se pose quel est votre schéma favori.
le vert qui est la couleur de l'espoir ou le rouge qui est la couleur du danger. Moi, si je dois coder un truc, bon, faut éviter, hein, je fais celui-là. Ça, c'est beaucoup plus simple, parce que j'ai pas besoin de résoudre le système linéaire. Mais no free lunch, vous connaissez le défaut de l'explicite? La stabilité. Ouais, vous avez une contrainte de stabilité. Alors, je ne sais pas comment on vous l'appelle. Les physiciens l'appellent souvent condition CFL. Oui. On va présenter sous son nom. Enfin, ok. Et vous savez à quoi correspond CFL? C'est un rapport de vitesse de maillage. Enfin, c'est un rapport entre le maillage du temps et l'espace. Tout à fait. C'est un rapport. Enfin, c'est une condition de stabilité qui lie la discrétisation en temps et en espace. Mais ma question était plus basique que ça. Que signifie le C, le F et le L de condition CFL? Frédéric Lévy. Ouais, alors tout à fait. Et vous savez qui sont ces personnes-là? Courant Friedrich Lévy. Donc, ce sont 3 mathématiciens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les labos de maths, mais il y a un labo de maths en région new-yorkaise qui s'appelle le Courant Institute, qui est un labo de maths prestigieux parce qu'il y a des gens très, très forts qui font des trucs très, très compliqués. Donc, Courant Friedrich Lévy, en fait, ce sont, alors peut-être pas les 3, mais certains d'entre eux sont des immigrants allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient de confession juive et qui avaient fui l'Allemagne et qui ont participé au développement des premiers outils de simulation et qui donc ont été les premiers à être confrontés à ces problèmes de stabilité lorsqu'ils ont voulu intégrer des ODI et qui ont été les premiers à mettre en évidence ces conditions de stabilité. C'est pour ça que ces conditions de stabilité maintenant s'appellent CFL. C'est au début, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les calculateurs ont commencé à être utilisés pour faire de la simulation. Et donc, ils ont été les premiers à se confronter à ce genre de choix. Est-ce que je prends l'instant T ou l'instant T plus delta T et découvrir qu'effectivement, il y avait une condition qui liait le pas d'espace en temps et le pas d'espace le pas en espace pour obtenir un schéma qui est convergent. Alors, un schéma qui est convergent ici, et ça, c'est des choses dont on dira 2 mots plus tard, il est stable essentiellement parce qu'il faut que le schéma n'amplifie pas l'erreur. D'accord? Et donc, la condition de stabilité que vous écrivez, c'est essentiellement, vous écrivez comment est-ce que se propage l'erreur. Vous tombez sur quelque chose qui vous dit que l'erreur, en gros, suit une logique d'une suite géométrique matricielle. Et donc, votre condition de stabilité, ça va être le rayon spectral d'une certaine matrice plus petit que 1 qui va vous dire que lorsque vous prenez cet opérateur et que vous le prenez à l'exposant qui correspond à votre pas de temps, eh bien, il faut que cette partie-là de l'opérateur tende vers 0. Il faut que votre schéma, en gros, il tue les erreurs qu'il a introduites. Voilà. Ça, c'est avec les mains ce qui conduit à cette condition de CFL. Il faut que votre schéma, il introduit les erreurs qu'il introduit, et ça se manifeste, et ça se caractérise souvent par un rayon spectral. Rayon spectral, ça vous parle? C'est la plus grande valeur propre en module, ce qui vous assure que si une matrice a un rayon spectral plus petit que 1, cette matrice prise à la puissance k, quand k va tendre vers l'infini, va tendre vers 0. Et donc ça vous dit que votre erreur va disparaître et va sortir du schéma. Alors, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, donc je parlais de ça parce que du coup, celle-là, elle est bien sympathique, l'explicite. Mais elle a quand même ce défaut, qui est que si vous voulez faire une simulation sur un temps physique donné, en fonction de la condition que vous avez de relation espace-temps, vous allez risquer d'être amené à résoudre en faisant énormément de petites parts de temps, alors que les schémas implicites sont généralement inconditionnellement stables, ce qui veut dire que vous pouvez prendre des schémas de temps très grands sans mettre en péril la stabilité de votre schéma. Alors, là aussi, no free lunch, là vous avez dû voir que vous avez des erreurs d'approximation. Ce schéma-là, le rouge, là, il est en haut de h carré en espace et il est en haut de delta t. Enfin, il est du premier ordre en temps et second ordre en espace. Donc, vous pouvez prendre des pas de temps, ça ne va pas affecter la stabilité de votre schéma, mais ça va quand même affecter la qualité de votre solution, quoi. Donc là, après, c'est aussi un trade-off à trouver entre vitesse de calcul et précision de calcul.
Mais ça, c'est habituel en simulation. Il faut toujours des compromis à trouver. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que on pourrait être amené, certains présentent souvent des speed-up weak speed-up sur des schémas explicites. Mais c'est un peu cheaty dans le sens où si vous faites un calcul sur un problème de taille 1, vous allez avoir un certain pas de discrétisation qui va être généralement plus gros que si vous faites le même calcul sur un pas P fois plus petit, quoi. Et du coup, certes, pour faire un pas de temps, tout ça va évoluer de façon linéaire, sauf que pour simuler un temps physique, les choses ne sont pas linéaires. Donc si un jour on vous voit un schéma en vous disant regarde mon schéma, j'ai un schéma d'intégration qui est super scalable, parce qu'il est explicite, certes, mais il a quand même un défaut qui est que pour simuler un temps physique, il va falloir un nombre de pas qui va être linéaire ou quadratique avec la taille de la discrétisation. Bon, là je m'égare. Bon, ça c'est si vous êtes passionné par le sujet, c'est des sources d'informations supplémentaires. Donc vous pouvez aller regarder sur ces pages-là. Et si une fois que vous avez passé l'examen, vous avez tout oublié, que vous voulez vous y replonger et que les planches ne sont pas suffisantes, ce sont 2 bouquins que vous pourrez faire recommander par la boîte chez qui vous bosserez ou qui l'aura peut-être, qui sont plutôt bien foutus. Le premier, c'est des notes de cours de Victor Eickhout. Alors, je ne sais plus où il est maintenant. Vous cherchez sur son nom et puis vous verrez dans quelle université américaine il est. Il était au Tennessee, il est parti au Texas et aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Enfin, je n'ai pas regardé récemment. Il a fait un bouquin de ces notes de cours qui sont assez détaillées. Et sinon, il y a ce bouquin-là qui est plutôt bien foutu aussi, qui est donc Shotman et al. Voilà, on en a fini pour cette première partie qui est plus science et vie. Bon, mais j'arrive au bout de mon temps. Donc la prochaine fois, revenez nombreux. On va faire un peu d'algorithmique, c'est-à-dire qu'on